Les essais nucléaires en Polynésie, c'est un chapitre vraiment douloureux de l'histoire de France. Et des décennies plus tard, les conséquences sont toujours là. Pour tenter de faire la lumière sur cet héritage, une commission d'enquête parlementaire vient de rendre son verdict. Et on va décortiquer ensemble ses conclusions. Alors pour cette analyse, on se base sur du solide. Tout vient du rapport officiel numéro 155 de l'Assemblée nationale, un travail mené par la députée Meriana Raid Arbelo. L'objectif était clair, évaluer l'impact de 30 ans d'expérimentation nucléaire française dans le Pacifique. Tout s'est vraiment accéléré en 2021, avec cette phrase. Des mots très forts prononcés par le président de la République lui-même. C'était un vrai tournant, une reconnaissance officielle venue du plus haut sommet de l'État. Du coup, la question qui se pose, et qui est au cœur de ce rapport, c'est celle-ci. Reconnaître une dette, c'est une chose, mais est-ce qu'elle a été réglée? Est-ce que les actes ont suivi les paroles? C'est ce que la commission a tenté de savoir. Et ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, ce qui a rendu cette commission d'enquête inévitable, c'est une publication qui a fait l'effet d'une bombe, l'enquête toxique. Elle a été menée par des journalistes et des scientifiques, et elle est venue contredire frontalement la version officielle. Pour bien comprendre, regardez ce choc des chiffres. Prenons l'essai Centaure en 1974. D'un côté, on a l'État qui dit, en gros, que l'exposition des civils a été limitée. Et de l'autre, l'enquête toxique qui arrive et qui dit « Attention, l'exposition a peut-être été sous-estimée ». D'un facteur 10 fois plus, l'écart est juste colossal. Et l'un des auteurs de Toxique, Sébastien Philippe, n'a rien lâché devant la commission. Il a maintenu ses conclusions et il utilise des mots très très lourds, cachés, parfois mentis, souvent minimisés. Face à des accusations pareilles, on comprend bien qu'une enquête parlementaire était devenue indispensable. La commission se met donc au travail. Et là, premier obstacle, et pas des moindres, un véritable mur, le mur du secret. Parce que pour comprendre ce qui s'est passé, il faut avoir accès aux documents, aux archives, et sur ce point, ça a été une vraie galère. Ce témoignage d'un chercheur du CNRS résume bien la situation. Il parle d'exemples presque comiques. C'est une façon polie de décrire un parcours du combattant face à une administration qui semble parfois faire la sourde oreille de manière assez absurde. Et cet autre exemple est encore plus parlant. Une chercheuse veut consulter un fichier de 43 000 mots. On lui dit oui, mais à une condition. Tout recopier à la main. Ça représente 30 jours de travail sans s'arrêter. C'est fou, non? C'est une manière de donner l'accès, tout en le rendant quasiment impossible. Bon, pour être juste, tout n'est pas noir. Le rapport montre que certains services, comme le service historique de la Défense, jouent le jeu de la transparence. Mais il y a un mais. Un acteur est clairement pointé du doigt comme étant le principal verrou, le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. C'est eux qui étaient aux manettes des essais, et c'est là que ça coince. Le problème est tellement flagrant que le ministre des Armées lui-même, Sébastien Lecornu, a fait une recommandation très forte. En gros, puisque ça bloque au CEA, on va transférer la gestion de ces archives sensibles au service historique de la Défense, qui lui est coopératif. C'est un sacré aveu de la part du gouvernement qu'il y a bien un problème. Parce que, derrière ces histoires de documents et de secrets, il y a des vies, il y a des gens, des personnes qui, des années après, tombent malades, et qui se lancent dans un combat pour faire reconnaître leur statut de victime. Et pour elles, c'est un autre parcours du combattant qui commence. Ce chiffre, il claque, 50%. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon les associations de victimes, ça veut dire que la moitié des demandes d'indemnisation sont tout simplement rejetées. Un dossier sur 2 n'aboutit pas. Et l'impact d'un refus, il est terrible. Ce n'est pas juste un non administratif. Comme l'explique très bien cette représentante d'association, c'est comme si on disait à la victime « votre maladie n'a rien à voir ». Et ça entretient cette vieille idée des essais propres, une théorie aujourd'hui largement contestée. Alors face à ce constat assez sombre, le rapport ne se contente pas de critiquer. Non, il va plus loin. Il propose une feuille de route, un plan d'action très concret pour enfin sortir de l'impasse. Et ce plan d'action y tient en 3 verbes clés. D'abord, publier. Rendre toutes les décisions d'indemnisation publiques et anonymes, c'est la base de la transparence. Ensuite, centraliser. On en a parlé, on sort les archives du CEA pour les confier à un service plus ouvert. Et enfin, numériser. Mettre un maximum de documents en ligne pour que l'accès soit simple pour tout le monde. Finalement, la vraie question que pose ce rapport, c'est celle-ci. Est-ce que cette transparence, si on y arrive, est vraiment le premier pas vers la réparation? Ouvrir les livres, expliquer les décisions, reconnaître les faits, est-ce que ça peut suffire à solder cette fameuse dette? La transparence n'est peut-être pas toute la réparation, mais c'est sans aucun doute la condition numéro 1 pour y parvenir. C'est exactement ce qu'on essaie de faire ici sur Rapport en clair, rendre ces documents officiels un peu plus accessibles. Si cette analyse vous a permis de mieux comprendre les enjeux, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines synthèses.